T'es à une semaine de ton prochain combat chez Ares Ouais, qui aura lieu contre un vétéran UFC. c'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, c'est un combattant qui a gagné The Ultimate Fighter à l'époque. Ok. Ça veut dire, tu vois, déjà, pour ça, déjà, c'est un bon combattant. Il a un record de 32 victoires pour 16 défaites. Mhm. Seulement, il s'est fait finir que 2 fois. Donc, sur 16 défaites, il s'est fait finir que 2 fois par Charles Oliveira et un autre combattant à l'UFC. Donc, déjà, tu vois, tu vois que c'est un bon combattant. Mhm. Il a fait des gros championnats de lutte aussi, je crois, aux États-Unis et tout. Donc, NCAA. ouais, c'est ça. Donc, Ok. sachant que moi, je suis aussi dans un style lutteur un peu, Mhm. c'est-à-dire que là, ça va être intéressant. Et voilà, quoi. C'est un adversaire solide. Ouais, c'est un adversaire solide. Ouais. Il y avait eu un peu cette polémique là au moment où ils ont annoncé ton adversaire au début. Mhm. Et il y a eu la polémique sur Twitter qui disait oui, donnez-lui un vrai adversaire, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah alors, en gros, moi, à la base, je comptais combattre pour le 23 juin contre, à l'époque, Axel Sola. C'était, enfin, je dis à l'époque, mais c'était pendant le Ramadan, en gros. Mhm. Et je me préparais contre Axel Sola. Après, il y a eu des complications comme quoi il est descendu de catégorie. Du coup, on m'a proposé un autre adversaire qui est bien classé à Arès. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Et après, du coup, vu qu'on ne trouvait plus personne, on a fini par mettre un mec, je sais plus d'où il vient, mais d'Amérique du Sud, tu vois. Et le mec, il avait un record de 9-1. Mhm. Et après, bon, les gens, ils ont dû regarder un peu ses vidéos et tout. Ils ont dû voir que ça allait être galère pour lui. Et les gens, ils voulaient peut-être plus un test, tu vois. Mhm. Donc, le Ares, ils ont mis un post, comme quoi ils disaient, en gros, si vous n'êtes pas content, ramenez-nous mieux, quoi. Et après, finalement, on a trouvé un combattant, vétéran UFC, un vrai vétéran UFC en plus, tu vois, qui a fait une longue carrière à l'UFC, au Bellator. Toi, tu as toujours été, ça a été un truc depuis le début, tu as toujours été demandeur de tests, Ouais, bien sûr. demandeur de challenge. Tu as toujours déclaré que tu étais prêt à affronter n'importe qui dans la catégorie. C'est Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as cette approche mentale du MMA? Bah, en vrai, moi, tu sais, je suis quelqu'un qui croit au destin. Et chaque chose qui peut me confirmer mon destin dès maintenant, bah, je prends. Ça veut dire un combattant qui va être un gros test pour moi. Bah, tout de suite, si je le bats, je sais que c'est une confirmation de plus. Hmm. Si je bats un gars qui est que c'était sûr que j'allais battre, bah, c'est bien, tu vois, je vais être content, je vais ramener la victoire, tout le monde va être heureux. Mais en soi, ça confirme pas grand-chose, tu vois. Ouais, ça te met pas dans l'épreuve. C'est ça. Et toi, tu es à la recherche d'épreuves à l'heure Bien actuelle. sûr, je suis à la recherche des preuves. Même s'il faut perdre dans le chemin, en fait, j'ai 21 ans. Ça veut dire, même s'il faut perdre dans le chemin, autant perdre maintenant, quoi. Donc, moi, je suis à la recherche de mecs qui pourraient me faire perdre, mais sans rechercher à perdre, tu vois. Tu as été beaucoup, on avait eu cette discussion après ton dernier combat, il y avait eu beaucoup de détracteurs qui disaient oui, Baki n'a pas fini son combat, ça a été à la décision, qu'est-ce qui se passe avec la décision, etc. Et je sais que toi, tu avais à cœur de prouver que bah, tu peux finir le combat. Bien sûr. Bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui finit beaucoup, hein, que ce soit en sparring ou même dans mes précédents combats ou avant Arès, tu vois, j'étais un finisseur. Après, là, bah, pour 3 combats d'affilée, c'est vrai que trois décisions enchaînées, même si c'était des grosses dominations, on se dit, putain, c'est dommage, il n'a pas fini. Après, que dire en vrai, je suis content aussi en même temps parce que ça me permet d'avoir passé du temps dans la cage. Tu vois, en 3 combats, ça me fait 45 minutes de combat, ce qui est énorme. Et, euh, et j'ai juste envie de montrer que je vais le faire en fait. Tu vois, je vais le finir. Je vais finir parce que je sais finir les gens. Comment est-ce que tu as travaillé là pendant ce camp d'entraînement, pendant ce temps-là? Comment tu as travaillé pour augmenter tes chances de terminer les combats? Alors, moi, une des raisons qui fait que je finissais pas, c'est que moi, je tourne avec des gars qui sont vraiment très forts à l'entraînement. Des gars qui sont, entre guillemets, qu'on va pas se finir entre nous. Parce que le niveau, il est trop proche. Le niveau, il est très élevé. Tu vois, c'est compliqué de se finir. Donc, on va plutôt rechercher à dominer les rounds, etc. Donc, à force de garder cette habitude, quand je suis arrivé le jour du combat contre quelqu'un, même qui était, entre guillemets, moins fort que moi, bah, j'ai gardé cette habitude de vouloir simplement dominer. Et je pense que c'est ça aussi qui a causé les décisions. Après, là, pour ce camp d'entraînement-là, j'ai essayé de prendre des gars, entre guillemets, un petit peu moins forts pour vraiment travailler mes finishes, tout en gardant bien sûr les gars qui sont à mon niveau pour être vraiment dans la difficulté. Et je pense que ça va rendre un beau combat. Tu le vois comment, le combat? Alors, je pense que ce combat-là, il va être intéressant parce que là, pour la première fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir une opposition en lutte, une belle opposition d'ailleurs.
Donc je pense qu'on va avoir du beau striking déjà parce que moi j'aime bien aller là où il y a la grosse différence entre nous. Et je pense que là où il y a la grosse différence, ça va être le striking. Mais je pense qu'on verra aussi de la lutte, du sol et ça va être un bon Ouais, ça combat. va être cool. Une Ouais. lutte américaine versus ta lutte, qui est un mix, qui est un hybride quand même de lutte et de judo. C'est ça, c'est ça. Donc toi, tu as commencé par le judo. Tu as commencé le judo à quel âge? Comment t'es arrivé au sport de combat? Alors moi, tout a commencé quand je suis arrivé en France, tu vois. Parce que moi, à la base, je viens de Tchétchénie. T'es né en Tchétchénie. Je suis né en Tchétchénie, mais je suis arrivé très très jeune en France. Ok, quel âge? Ça, je crois que j'avais 4 ans. Ok, Mais encore avant d'arriver en France, j'ai habité 3 ans en Allemagne. Ça veut dire que j'ai quitté la Tchétchénie à même pas un an, tu vois. ok. Ça veut dire que depuis petit, en fait, j'ai été toujours dans un truc où je me sentais pas chez moi, tu vois. Mhm. Avec mes grands frères, les films, les jeux vidéo, les dessins animés qu'on regardait, c'était toujours dans ce domaine un peu combat. Et je sais pas pourquoi ça a créé une identité en moi, tu vois. Donc, dès que... Eux, ils pratiquent les sports de combat aussi? Pas vraiment. Enfin, ils pratiquent de loin, pas professionnellement, mais ils pratiquent, tu vois, ils font des cours de kickboxing. C'est des sportifs, en gros, tu vois. Ok. Et ils m'ont toujours, tu vois, mes grands frères, mes parents, tu vois, mon père, il a fait la guerre, tout. C'est-à-dire toujours dans ce domaine combat, être fort, être fort, être fort. Et naturellement, ça m'a poussé à faire un sport de combat. À l'école, ils nous ont donné des petites feuilles, tu sais, donné des petites feuilles pour t'inscrire à des clubs, que ce soit volleyball, machin, Mhm. machin. Et moi, il y avait un truc de judo, donc je suis allé. Et après, voilà, j'ai Ah, commencé. ça a commencé à l'école, Ouais. le judo. Enfin, c'est pas l'école qui proposait le judo, mais ils te donnaient des feuilles qui te disaient que dans la ville, il y a un club de judo. De Et judo. voilà. Et donc, quand t'es arrivé en France, t'es arrivé quoi? À Strasbourg? Ouais, Strasbourg. J'ai habité dans un quartier là-bas, à Haute-Pierre. Et après, une fois que j'ai eu, entre guillemets, les papiers, j'ai habité à Haguenau. C'est une ville à côté de Strasbourg. C'est une ville à côté de Strasbourg. C'est là que tu commences le judo. C'est ça, Tu fais des années du judo. ouais. Combien de temps? 11 ans, 11 ans peut-être. Ah, tu fais 11 ans de judo, les compétitions. Les compétitions. Après, c'était un petit club, ça veut dire qu'on n'était pas... Il n'y a pas beaucoup de compétitions. Ouais, c'est ça. Après, je gagnais beaucoup mes compétitions. Je crois qu'il y avait même... il y avait plusieurs années d'affilée où j'avais même pas perdu un combat. Au point où j'avais oublié comment on chutait, tu vois. Mhm. Tu sais, au judo, on t'apprend à chuter, à Ouais. faire tomber. J'avais un peu oublié comment on chute. C'est-à-dire même à l'entraînement, quand on répétait des prises, chaque fois que je tombais, je me faisais mal, en fait. Parce que tellement je dominais tout le temps, tu vois. Et par après... Déjà beaucoup sur ce travail de Uchi, Kochi, etc. Beaucoup ouais, sur ce travail de balayage. c'est ça. Beaucoup sur ce travail de balayage. Et tu sais, moi, j'ai toujours eu cette impression que j'allais pas faire que du judo. Ok. J'ai toujours eu ce truc où je me disais, tu vois, il y a des boxeurs, mais les boxeurs, pour moi, c'est pas des inconnus. Mhm. Je sais qu'un jour, je vais me confronter à des boxeurs, je vais me confronter à des lutteurs. Le judo, c'est que maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que dès que je faisais du judo, dès que je voyais une technique qui aurait, entre guillemets, qui pourrait marcher dans une autre discipline que le judo, ça devenait automatiquement mes techniques favorites, tu vois. Et ça veut dire que même en tant que judoka, mon style de judoka, c'était un judo très adapté Au MMA. au MMA, tu vois. Donc toi, tu regardais le MMA avec tes frères, Ouais. c'était quelque chose déjà dont tu t'imprégnais. Ouais, Est-ce que tu commençais déjà à pratiquer un petit peu la boxe ou comment t'es passé du judo à la pratique de la boxe? Aujourd'hui, on sait que tu as un très bon striking. Comment c'est arrivé en fait? en fait, comme tu as dit, je regardais beaucoup le MMA. Et surtout en étant jeune, tu sais, ce que tu vois, c'est quelque chose que ton corps, Mm. il imprègne vraiment bien. Et ça veut dire que je faisais du shadow comme ça pour rigoler et tout. Même si j'avais pas un niveau en striking, hein, faut pas se mentir. Donc, dès que j'ai eu ma ceinture noire de judo, je suis allé dans un club un peu kickboxing, tout ça. C'était un petit club de la ville aussi. Je me suis entraîné là-bas une petite année. Et genre en fin de séance, on se faisait toujours un peu des sparring en MMA par contre, tu vois. Et un jour, mon père il m'accompagnait dans ma jeunesse de judo. Et après le judo, il venait plus trop, tu vois. Il me disait, vas-y, il est à l'école, tout. Et un jour, il est venu avec moi au club de kickboxing et il a vu ce que je faisais quand on décidait de faire les sparring de MMA à la fin. Et après, directement, on a changé de club. Mon père, il m'a dit, ok, on va passer aux choses sérieuses. Et on faisait 60 km à partir de là pour aller s'entraîner dans entre guillemets, le gros club près de chez nous. Le club dédié au dog? Non, pas encore. C'était un club à Offenbourg en Allemagne. Ça veut dire on quittait la France à chaque fois. Pour aller s'entraîner en MMA. C'est ça. Quel âge t'as à cette époque? À cette époque, j'ai 16 ans. 16 ans, T'as 16 ans. Donc c'était il y a 5 ans en fait. ouais, c'est ça. Il y a 5 ans, tu débutes le MMA à proprement parler dans un club en Allemagne. Exactement. Combien de fois par semaine? Alors, le rythme, c'était 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, samedi.
Mais après, à côté, en fait, je continuais mes entraînements, entre guillemets, de boxe, etc., avec les autres. Et, et voilà, hein, les prépas Commence une physiques, transition en fait aux alentours de 16 ans. c'est ça. Donc de là, tu es en Allemagne. Comment tu te retrouves dans le club des Old Dog? Parce que c'est là où tu as fait tes premiers combats, il me semble. C'est ça. Alors, moi, je suis resté environ une petite année dans ce club en Allemagne. J'avais donc fin de mes 16 ans jusqu'à mes 17, 18 ans, tu vois. Ça veut dire le jour de mes 18 ans, parce que moi, en fait, j'étais, entre guillemets, prêt à faire mon premier combat déjà quand j'avais 17 ans. Mais du coup, on me disait que, parce que tu sais, déjà à cette époque, il n'y avait même pas de MMA en France. Quand tu dis j'étais prêt, c'est à dire quoi? J'étais prêt, j'avais le niveau pour faire un combat. Mentalement, physiquement, C'est ça, techniquement, pour toi, tu étais capable de combattre à ce moment-là. exactement. Ça veut dire que, je sais pas si tu connais l'organisation HFC. Ouais. Donc, je suis arrivé là-bas le jour de mes 18 ans, parce qu'il fallait 18 ans pour combattre. Et j'ai fait mon premier combat là-bas, où j'ai remporté la Le victoire. jour de tes 18 ans. Le jour de mes 18 ans. À la base, ça devait être un combat amateur, parce qu'ils font aussi des combats amateurs. Mais la veille, ils ont changé mon adversaire, ils m'ont mis un combattant, entre guillemets, pro, qui faisait ses débuts pro. Et du coup, j'ai gagné, tout en croyant que c'était un combat amateur, hein. J'ai gagné. Après, je vois sur Sherdog. Sur Sherdog, il est en amateur le combat. Non, il est en pro maintenant. Ah, il est en pro, Ouais. mais sur Tapologie. Il est aussi en pro. Il est en pro ce combat-là. Ah bon? Mais le truc, c'est que après, du coup, moi, je me dis, c'est bon, je suis pro. Et j'enchaîne 2 combats qui sont, eux, notés en amateur, tu vois. Alors qu'ils devaient être... Après le combat Ouais, pro. c'est ça. Et c'est là qu'il y a eu le bug, tu vois. Ok. C'est pour ça que parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui vont 8-0, d'autres qui vont dire 6-0. Ok. Donc HFC, tu fais ton premier combat, Mhm. qui est entre guillemets en pro. Ouais, Après, tu fais 2 autres combats c'est ça. qui sont quoi? Qui sont amateurs, qui sont pro. Bah, qui devait être Le format, c'est 3x5 ou 3x3? 3x5. Ah ouais. Ok. 3x5. Sans protège tibia? Ouais, je crois qu'il y avait plus. Je suis quasi sûr qu'il n'y avait pas de protège tibia. On avait des gants de MMA Pro. Bon, On, ok. on a... Format voilà. pro en tout cas. C'est ça. En plus, les combats étaient encore plus difficiles que ceux de HFC, c'est quel pays déjà? la Suisse. La Suisse. Ouais. Donc tu fais ces 3 combats-là Mhm. et ensuite, Et alors, c'était après mon deuxième combat que je suis retourné en Allemagne pour aller m'entraîner après mon combat. Et ils m'ont dit que les cours de MMA Pro étaient entre guillemets en pause ou finis, parce que l'entraîneur, il n'y avait plus d'entraîneur en fait. Et sur le deuxième combat, en fait, à la pesée, j'étais arrivé trop tôt pour la pesée, et j'ai rencontré Eddie, qui venait avec un de ses combattants, qui était aussi arrivé trop tôt à la pesée. Du coup, on discute, je lui dis, ouais, mais vous venez d'où et tout? Et il me dit, on vient de Sarrebourg. Sarrebourg, je me dis, c'est loin, mais c'est pas si loin, genre. Je me dis, mais c'est à combien de kilomètres d'Haguenau, ça? Je regarde, je tape un peu sur Google, 60 kilomètres. Donc, comme mon club d'Allemagne, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, un jour je passerai et tout, j'aimerais bien tourner un peu chez vous. Il a dit avec plaisir et tout. Tu sais, Eddie, il est grave sympa en plus. Et du coup, quand je retourne dans mon club en Allemagne et qu'on me dit qu'il n'y a plus d'entraînement, tu passes chez Eddie. exactement, j'appelle Eddie, je lui dis, écoute, j'aimerais bien passer et tout. Je passe, je kiffe l'ambiance, je kiffe l'entraînement. Et depuis, je suis resté chez Eddie et je m'entraîne toujours chez Eddie aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et donc chez Eddie, c'est là que tu fais d'autres combats. Mm. Le combat au 100% fight notamment, c'est ça? C'est ça. Ce combat, c'était quelle année ça? Alors ça, c'était en 2020. 2020. Ouais, c'était en février 2020, juste avant le Covid. Février 2020, juste avant le Covid. Ouais. Et ce que je dis, et ton premier combat à reste, c'est quand? Mais au 100%, j'en ai fait 2. 100%, t'en as fait 2. Ouais, donc là, il y a eu le truc en 2020. 2020 contre Contre un Onfel Makoum. Onfel, voilà. Je gagne. Il y a le Covid. Après le Covid, en plus, je galère à trouver des adversaires. Le 100% Fight fait enfin son retour. Et je reviens fin 2021. Donc ça fait une bonne pause, tu vois. Alors que je voulais combattre, hein. Je me suis préparé tout le long. Et j'affronte Attila Kobas. Je gagne. Et après, je fais mes débuts au Ares. Et après, tu fais tes débuts au Ares. Ouais. Et t'as eu... Moi, c'est l'exemple que je donne souvent. Je dis... Et on s'était parlé une fois par Insta, etc. Mais je dis, la première fois que tu es arrivé à Paris, que tu es arrivé ici, Mamoudi, qu'on avait fait la prépa physique avec Ramzan, première fois, je me souviens, tu arrives et je dis, comment tu t'appelles? Parce que je t'ai vu combattre Attila, j'ai vu quelques images, je n'ai pas vu le combat en entier, mais ton nom, je ne le connais pas. Et je dis, 1 an plus tard, les gens qui connaissent même pas vraiment bien le MMA, tu vois, c'est pas les gens comme nous qui sont vraiment impliqués dans le MMA, les gens qui connaissent le MMA de loin connaissent ton nom. Ouais. Tu as eu une ascension météorique, quoi. Ça a été une vitesse folle. Ares, c'était un tremplin de fou, mais aussi ton exposition, la façon avec laquelle tu t'exprimais dans les médias.
peut-être ton style de combat. Le premier combat contre Maris Sardi, je pense qu'il a choqué ou il a plu à beaucoup de gens. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'en un an, et c'est une des forces pour moi d'Ares, c'est cette capacité à propulser quelqu'un d'un stade de pas connu à très connu en un an. Mais en un an, tu as eu une ascension qui a été incroyable. Ouais, clairement. Et comme tu as dit, le Ares, c'est vraiment sa force, c'est qu'il te transforme des bons combattants entre guillemets des stars, tu vois. Ouais. Et c'est bien surtout pour le public français, parce que des combattants qui combattent dans d'autres organisations et qui explosent, c'est bien, mais être connu en France et reconnu en France, c'est magnifique, tu vois. Donc, ouais, franchement, le Ares, plus les vidéos que j'ai fait en parallèle avec des youtubeurs, je pense aussi la façon de m'exprimer, de gérer mes réseaux et mes combats aussi, tu vois. Ouais. Tout ça fait que ça a pété, hein. Qu'est-ce que ça a changé, pour toi, finalement, de passer de ce relatif anonymat Mhm. à cette situation que tu as, à cette exposition médiatique que tu as aujourd'hui? Les interviews, comme tu dis, les vidéos YouTube, etc. etc. Alors, au niveau des entraînements, ça n'a pas changé grand-chose. Je m'entraîne tout aussi dur, voire encore plus dur. Je suis toujours un acharné de travail. Donc, sur ça, il n'y a pas vraiment de différence. Mais là où c'est beaucoup plus agréable, on va dire, c'est au niveau de l'aspect financier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux vivre du MMA, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, tu vois. J'étais arrivé sur Paris, c'était la galère. Alors que maintenant, tu vois, en plus, mes parents, avant, ils disaient. Mon père, en tout cas, il avait confiance, mais ma mère, elle se disait, ah, le MMA, bizarre et tout. Peut-être c'est mieux de travailler et tout. Alors que là, aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vois. Tu es confortable pour pouvoir t'entraîner dans les meilleures conditions, en fait. Exactement. Et au niveau de tes entraînements, je sais que tu es au MMA Factory, je sais que tu es aussi chez Eddy à Salzbourg. Comment tu répartis la fréquence d'entraînement entre les deux salles? Alors, quand je prépare un combat, je viens m'entraîner au MMA Factory. Je suis là pour à peu près 2 mois, etc. Et sinon, après mes combats, j'aime bien retourner à Strasbourg déjà parce qu'il y a ma famille. Et du coup, j'en profite toujours pour aller m'entraîner chez Eddy, etc. Mais tu sais, même quand je combats pas, j'aime bien aussi faire des petits retours ici sur Paris pour me confronter un peu ici. Ensuite, je retourne là-bas, etc. Mais quand j'ai un combat, en tout cas, je viens faire entièrement mon camp ici, quoi. Ouais, c'est un petit peu comme si tu faisais plus de progression finalement technique, C'est ça. du vrai travail en profondeur quand tu es à Salzbourg. Exact. Et ici, tu viens de confronter, tu viens de tester contre Exact. du plus haut niveau, une opposition qui est plus forte C'est ça. au MMA Factory parce que tu as des vrais partenaires solides au Factory. On parlait tout à l'heure, tu me disais que tu tournes pas mal avec Nas et c'est du super solide pour, Clairement. voilà, pour se tester sur le haut niveau. Clairement. C'est vraiment magnifique le MMA Factory. En tout cas, au niveau des sparring partners, il n'y a rien à dire. Et je trouve que même le club en lui-même est magnifique, tu vois. Ton objectif là, après ce combat, si tout se passe bien, c'est quoi? Alors, après ce combat, déjà, il faut savoir que ce combat, à la base, il était pour la ceinture des welterweight. Ouais. Malheureusement, mon adversaire, il ne peut pas faire le poids, donc on a fait un catchweight en 81 kg. Mais du coup, il n'y a pas la ceinture. Mais on m'a garanti qu'après ce combat-là, ce sera pour la ceinture ou peut-être même qu'il n'y aura pas la ceinture à faire et qu'on ira directement à l'UFC. Je ne sais pas encore. Comment vous allez faire? Parce qu'au Factory, vous avez cette situation-là. La KT 77, elle est folle. Vous avez Ibrahim Mané qui est en pole position pour la ceinture. Vous avez Pépi qui a la ceinture, il me semble. Ou Pépi, non, il n'a pas la ceinture, mais il a la ceinture intérimaire. Ouais, il a une ceinture intérimaire. Donc Pépi, ceinture intérimaire. Ibrahim Mané qui est en pole position. Baki qui est en pole position. Et c'est tout. On a Jordan Zebo aussi qui est là. Jordan Zebo qui est en valeur montante. Ouais. Pour moi, et je connais très bien Jordan et j'apprécie beaucoup, mais je place Jordan un petit peu en dessous en termes peut-être d'opposition qu'il a fait jusqu'à présent. Moi, je le vois vraiment en quator de tête. Mais c'est vrai que Jordan, il est dans la partie, surtout qu'il est spectaculaire, surtout qu'il plaît au public. De ouf. Il a une image, il a un public. Il a fait un super match contre Maris Sardi là, où il l'a terminé en plus. Magnifique. Donc ouais, le combat était ouf. Mais du coup, comment vous allez faire? Parce que là, ça veut dire que si ça combat pour la ceinture, c'est presque assuré que ce soit deux combattants du MMA Factory qui s'affrontent. Bah, alors déjà, s'il n'y avait pas eu le problème du catchweight là, j'aurais compris la ceinture, tu vois, contre Ceinture officielle. ceinture officielle. C'était pas la ceinture intérimaire, c'était la vraie ceinture des welterweight. Après, c'est vrai que maintenant, si par exemple je gagne ce combat et que je dois affronter un autre mec par après pour la ceinture,
faudra forcément faire venir un combattant, que ce soit un vétéran UFC ou un gros nom, parce que là, en fait, j'affronte un gros nom. Ça veut dire que je peux pas affronter un gros nom et après prendre la ceinture contre un no-name, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, il faudrait faire soit ça, ou soit, entre guillemets, combattre les deux noms que tu as cités, Jordan Zebo ou Ibrahim Mané. Ce qui est, entre guillemets, Ou impossible. Pépi, parce qu'il a la ceinture intérim. Pépi, j'ai oublié de dire, mais je crois qu'il a signé ailleurs. Ah, Il a signé c'est ailleurs. un scoop. Ouais, c'est un scoop. Bon, non, je crois qu'il l'a fait. Non, il Non, l'a tweeté. ça a été annoncé. Ouais, il l'avait tweeté, je crois. Ok. Fernand Abdoul, il me semble qu'ils ont signé ailleurs. Donc, eux, ils sortent du problème. Mais donc, là, le problème, ce serait combattre contre Ibrahim Mané ou Jordan Zebo, sachant qu'on Qui sont des partenaires. Qui sont des partenaires. C'est pas des partenaires de loin. C'est pas des partenaires avec qui je fais juste du sparring. C'est des partenaires très proches de moi. C'est des amis, tu vois. Donc, compliqué de faire des combats. Je pense que la meilleure chose à faire, ce serait que la ceinture, elle bouge. Ça veut dire que je prenne la ceinture et que, entre guillemets, je la défende peut-être une fois et que je vais à l'UFC et qu'ensuite Mané la prenne, etc. Ou alors l'inverse. Ibrahim Mané est plus âgé que moi, plus de combats que moi. Il pourrait prendre la ceinture avant moi ou même Jordan pourrait la prendre avant moi. C'est l'organisation qui décide. Là, l'organisation, ils avaient décidé que je fasse le combat pour la ceinture et ils m'ont garanti que si je gagne, je combats pour la ceinture. Donc après, il faut voir comment ils vont s'organiser, mais... C'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile parce qu'il y a un vrai vivier de 77 du même club, c'est ça, dans la même organisation. Et donc, il y a un moment où ça peut être conflictuel. Et même, en plus, pour être tout à fait honnête, moi, je sais que d'un point de vue du spectateur, j'aime beaucoup les affrontements franco-français. Bien sûr. Parce que, alors attention, hein, je te dis pas d'aller affronter Ibra ou Jordan, mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on aime. Parce que tu te dis, ok, je vais voir un tel, je sais qu'il est fort. Je vais voir un tel, je sais qu'il est fort. Okay, mais je veux savoir c'est lequel le plus fort. Ouais. Je veux savoir qui est le mâle dominant dans les 77 ou dans les 70, etc. Et c'est ça, une des parties de l'attrait des deux combats de Mika qu'il a fait chez Ares, que ce soit contre Karl Amoussou ou que ce soit contre Pépi, c'était ce côté, ok, qui en France, en 77, mérite le plus d'être proche de la ceinture ou d'avoir la ceinture. Bien sûr, parce que ça, en fait, c'est vraiment les beaux combats, en fait. Ouais. Il y aurait en plus, je te parle même pas des trucs médiatiques qu'il y aurait autour. Tu aurais d'un côté le public de mon adversaire, l'autre côté mon public. Ils se chercheraient sur les réseaux, machin. Ça ferait une ambiance de ouf avant le combat. Après, ça, c'est beau. C'est surtout aussi très beau quand tu vois, par exemple, Amin Ayoub contre Damien Lapillus. Super. Ça, c'était magnifique parce qu'ils viennent pas du même club. Et ils ont fait un peu de trash talk en plus. C'est ça. Mais là, en fait, avec Mané contre moi ou moi contre Jordan ou Mané contre Jordan, c'est compliqué. Non, mais compliqué, je comprends que c'est compliqué. Mais comme vous êtes tous montés, c'est vrai que inévitablement, il y a un moment où la question va se poser. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais la question va se poser. Je crois que Jordan et Ibrahim ne combattent pas sur cette carte-là. Ouais, ils combattent pas. Jordan, il a combattu très récemment. Et Ibrahim aussi. Ils étaient sur la même carte, ouais. C'est ça. Ok, donc l'objectif, si tout se passe bien, mais ce serait l'UFC en septembre, ce serait l'idéal, quoi, en tout cas. L'idéal, si c'est possible. Si possible, l'UFC en septembre, ou j'aimerais bien, en tout cas, en 2024, faire mon envol pour l'UFC, quoi. Est-ce que tu devrais rester chez 77 à l'UFC ou changer de KT Alors, moi, franchement, la catégorie des 77, c'est une catégorie où je suis à l'aise. Je perds le poids sans trop de difficultés, mais sans trop de facilité. Je pourrais pas descendre à 70 en tout cas sur un camp. Ça veut dire que vraiment, je pense pour descendre à 70, il faudrait que je fasse clairement un changement en fait. Tu vois. Ce serait genre, faudrait que mon poids de forme carrément il change. Là, peut-être, ça serait possible, mais là, si tu me dis que je dois atteindre 70, même en 3-4 mois, j'y arriverai pas. Tu vois. Donc, 70, ça va être compliqué. 84 pour une occasion, pourquoi pas, tu vois, pour un combat qui me propulserait ou quoi. Comme là, un catchweight voilà, tu prends. C'est ça. Mais sinon, ouais, les 77, c'est ma catégorie. 77, c'est chez toi. Je pense que c'est bien aussi parce qu'actuellement, à l'UFC, on n'a pas de 77, il me semble. Parce qu'Abdoul, il descend en lightweight. Benoît Saint-Denis, il est en lightweight. Après, au-dessus, tu as les 84. Tu vois, on n'a pas encore de... C'est vrai. Et je dirais même qu'à l'UFC, on a une KT 77 qui est un petit peu, en tout cas sur le top 5, 10, qui est un petit peu vieillissante. C'est-à-dire que Colby, il est là, il est très fort, il est très solide, mais il est un petit peu vieillissant. On a Ousmane qui est là, qui est solide, mais c'est finalement les mecs qui dominent la KT des 77. C'est pas mal de mecs de l'ancienne génération, Gilbert Burns, Ousmane, Leon Edwards, Colby. Ce qu'on a de plus frais, mais je pense qu'il va monter, je pense pas qu'il va rester à 77, c'est Ramzat.
Et moi, je le vois monter, je le vois pas rester à Je crois 77. même qu'il est officiellement monté. Hein. Il est officiellement. Ouais, je crois qu'il est officiellement Je pense que monté. c'était un énorme 77. Ouais, je pense aussi. Donc, ouais, franchement, la catégorie de 77, elle a besoin de changement. Elle a besoin d'un. À l'UFC, en tout cas, on a besoin d'un Français qui va représenter les 77. Et même à l'UFC, on a besoin de changement dans la catégorie. On a besoin de viande fraîche. Et Inch'Allah, on va aller titiller un peu. Est-ce que, et toi, à l'UFC, on va commencer par l'UFC, mais j'allais dire, ouais, même en France, dans le paysage du MMA français, est-ce qu'il y a des combattants qui t'inspirent particulièrement? Des combattants sur lesquels tu te dis, ouah, ce style, cette énergie, ce volume, cette maîtrise, cette domination, ça c'est quelque chose vers lequel je veux m'orienter. Alors, m'orienter, peut-être pas, parce que tu peux pas vraiment tout faire en même temps. Ouais. Et chaque morphologie est différente, etc. Mais forcément, tu as des combattants qui sont très inspirants. Quand tu vois des Saladin Parnasse, le débit qu'il met en striking, le cardio qu'il a, c'est super inspirant. Quand tu vois le sol d'Abdul, c'est super inspirant. Quand tu vois la vitesse de Nassourdine, c'est super inspirant. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont inspirantes. Après, je peux prendre des choses pour moi et me dire que je vais les prendre pour moi. Mais il faut pas oublier que moi, je reste Baki et que Baki, il a son style de combat. Et voilà, quoi. C'est bien, c'est intéressant parce que tu es très jeune et tu es très mature à la fois. On avait cette discussion hors podcast juste avant, on avait cette discussion de l'athlète autonome. Moi, c'est quelque chose que je prêche énormément avec mes athlètes. Je leur dis que vous devez être autonome, vous devez être porteur de votre projet. Vous ne pouvez pas être sur la place assise et regarder le paysage défiler sans savoir où vous allez. Et toi, je te trouve très impliqué là-dessus. C'est-à-dire que, ok, tu sais qu'il y a des styles qui sont très forts et qui fonctionnent très bien, mais tu sais que ce n'est pas forcément ton style à toi. Bien sûr. Et tu essaies de trouver ce qui fonctionne pour toi. Exactement. Quand, tu vois, même si on parle d'une question de fibre musculaire, moi, je pourrais jamais, entre guillemets, avoir les fibres que Saladin il a. Donc, je pourrais, entre guillemets, même si je m'entraîne toute ma vie, jamais avoir son cardio, tu vois. Comme il ne pourra jamais avoir ma force, mon explosivité, je pense. Parce que chaque fibre, chaque personne est différente. Mon allonge, c'est pas l'allonge de Nassourdine. Je peux pas faire le sniper. Je suis pas un chewing-gum au sol comme Abdul. Mais il y a quand même des trucs que je peux récupérer. Tu vois, il y a quand même des trucs que je peux récupérer. Saladin, il a une belle boxe, très technique. Il y a des trucs que je peux récupérer. Nassourdine, pareil. Tu vois, dans sa manière de gérer la distance comme un karatéka. Le in and out, tu vois, il y a des trucs à récupérer. C'est presque du... Moi, je dis, on a Kenji Grillon à la salle, qui est un ancien karatéka de très haut niveau et qui fait sa transition vers le karaté combat. Et souvent, je dis à Kenji, presque je veux que tu imites Nassour dans son karaté boxing. C'est presque un karaté. C'est-à-dire qu'il a un déplacement de karaté sur lequel il a rajouté de la boxe anglaise. C'est vrai. Et c'est une forme de karaté boxing. Ouais, et c'est magnifique, tu vois. C'est ça. C'est ça. Quand tu prends un mec qui est plus petit que toi, tu rajoutes ça, tu rajoutes les types. On a vu au combat de Nas, là, son dernier combat. C'est magnifique ce qu'il a fait. Tu rajoutes la lutte avec des entrées en angle ou des entrées avec des double under, etc. Exactement. Et ouais, tout ça, ça fait que tu peux toujours prendre ce qu'il y a à prendre chez chaque athlète, mais il faut rester concentré sur ses armes à soi et s'améliorer comme ça, quoi. Et toi, tes armes, du coup, c'est quoi? Alors moi, je pense que mes armes, ce serait être complet. Je suis un combattant qui est bon partout et c'est vraiment sur ça que je joue. Quand mon adversaire, par exemple, si j'affronte un mec qui est super bon au sol, ben, vu que je vais être bon en lutte et bon au sol, il faut que je me débrouille pour que au sol, il me fasse rien, qu'il ne m'emmène pas au sol, et debout, je vais le tartiner. Si mon adversaire est meilleur que moi debout, je vais me débrouiller pour être meilleur que lui en lutte, au sol, et le tartiner au sol. Et ça, je pense, c'est ma principale arme. Je pense aussi mon explosivité, ma puissance, c'est une de mes grosses armes. Je suis un combattant qui est très fort pour ma catégorie. Et voilà, quoi. Jouer sur tes points forts. Exactement. Et sur le fait d'être très complet et adapter la stratégie. Exactement. Pour travailler ta stratégie, tu le travailles quoi? Tu le travailles à l'entraînement? Tu regardes des vidéos et tu essayes d'analyser ce qui se passe, pourquoi ça progresse? Comment tu fais pour travailler tout ça? Alors, moi, je regarde pas mal de vidéos, par exemple, de mon adversaire, où je vais analyser les trous à exploiter. Mais je reste quand même un combattant qui va imposer son style. Ça veut dire que même si mon adversaire est un lutteur d'exception, je vais pas être là à dire impossible, je fais de la lutte dans ce combat, puisque de la lutte, ça fait partie de mon style, tu vois. Mais je vais chercher les trous, en analysant mon adversaire, les trous à exploiter pour remporter la victoire de manière efficace.
Jouer sur tes points forts à toi. C'est ça. Est-ce que tu fais de l'analyse vidéo de tes propres combats, toi? Bien sûr, ça, je le fais surtout avec ma famille. Ils me disent, regarde, à ce moment-là, à ce moment-là. Mm. Euh, Bien sûr, je le fais après combat. J'essaie aussi de le faire quand on a bien refroidi. Ça veut dire 1 mois, 2 mois après mon combat. Et aussi quand j'ai, entre guillemets, appris de nouvelles choses. À cette époque, je savais pas faire ça. Regarde en vidéo, qu'est-ce que tu aurais fait maintenant à ce moment-là, tu vois. Des trucs comme ça. C'est intéressant. Mm. Je pense que ça, c'est l'outil de progression. C'est ce que je prêche, moi. C'est l'outil de progression numéro 1. C'est de se filmer à l'entraînement. Il faut être dans une salle, il faut être dans un discours, il faut être dans une famille qui te permet de te filmer à l'entraînement, mais que tout le monde se sente à l'aise. Mm. C'est-à-dire que quand on sort une caméra, forcément, il y a un niveau d'intensité du sparring qui augmente. Bien sûr. Parce qu'on sait qu'on est filmé, parce qu'on sait qu'on est regardé, parce qu'on sait que ça va rester dans la bobine. Il faut qu'on arrive à sortir la caméra, mais sans que personne ne stresse, parce que tout le monde sait que on n'est pas en train de sortir la caméra pour les réseaux, on est en train de sortir la caméra pour progresser, nous, techniquement. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on filme. Les gars, moi, j'ai des stagiaires qui filment, etc. Moi, je peux sortir le portable si je suis tout seul, mais sinon, on filme les sparring. Et à la fin de la séance, on envoie les sparring qui sont filmés aux différentes personnes qui ont tourné. Et donc, ça permet à chacun d'avoir les sparring et ça permet à chacun de dire, voilà, là, j'ai réussi, là, j'ai merdé, etc. Et moi, ensuite, en plus du retour personnel, comme tu dis, où c'est-à-dire le mec, il va regarder sa vidéo, il va lui-même faire son analyse. Moi, je vais envoyer un message en disant, voilà, j'ai regardé, regarde, à ce moment-là, là, je suis content parce que tu as adapté ce truc-là. Ou à ce moment-là, tu as vu, on avait parlé de ce truc, tu ne voyais pas, parce que parfois, on ne réalise pas ce qu'on fait. C'est que quand on se voit, parfois, qu'on dit, mais putain, en fait, ça fait 10 fois qu'il me le répète, mais la main, elle est vraiment basse. C'est-à-dire, je ne m'étais pas rendu compte, mais ma main, elle est tout le temps basse. Et donc, quand tu te vois, parfois, tu dis, OK, ça y est, j'ai compris le message, je vais pouvoir adapter. Et je trouve que moi, ça, c'est un des outils de progression les plus rapides. L'auto-analyse, passer du temps à se regarder et ne pas attendre un combat pour s'auto-analyser. Je vais le faire le plus rapidement possible. Bah, en vrai, c'est super bien ça. Mais du coup, en plus, je pense que vu que tu fais ça, entre guillemets, à chaque entraînement, je pense que tes athlètes et tout, ils doivent même avoir pris l'habitude à ça, en fait. Ça veut dire, ils sont habitués. Ça veut dire qu'ils vont même plus monter l'intensité pour la caméra, tu vois. Ils sont habitués, il y a le débrief. Il y avait les premières fois où il y a des petites vidéos qu'on fuitait. Donc, j'ai fait des rappels en disant, les gars, rappelez-vous qu'on ne fait pas ça pour les réseaux. On peut exploiter des bouts sur les réseaux. Moi, j'ai tendance à dire, si on exploite des bouts sur les réseaux, j'ai 2 façons d'exploiter sur les réseaux. La première, c'est tu tournes avec un mec qui débute. Même si tu le domines, on peut mettre la vidéo sur les réseaux. Ça pose pas de souci. Lui, il débute. Toi, tu es expérimenté, tu es à haut niveau, c'est pas grave. Donc, ça pose pas de souci. Tu tournes avec un mec qui a déjà un palmarès, qui a déjà un nom dans le circuit. Si je sors un bout de cette vidéo, ce sera un bout de la vidéo sur lequel il y a quelque chose qui est équilibré. Si c'est pas équilibré, si on voit vraiment la différence, je vais pas sortir la vidéo, je préfère garder pour moi, pour toi, et faire comme ça. Et donc ça, je trouve que c'est une stratégie qui permet de vraiment progresser, de faire le retour. Et ils savent que dans l'après-midi, je vais jeter un coup d'œil, je vais renvoyer un truc. S'il y a quelque chose, en tout cas, qui n'a pas fonctionné, je vais dire, voilà, tac, je vais isoler une partie de la vidéo, je vais dire, tiens, regarde, ici, c'est ça que je te disais. Et du coup, on a eu la séance lundi, on a travaillé. Mercredi, on va pouvoir ajuster par rapport à ce qu'on a vu lundi. Donc, on fait de la micro-progression. C'est-à-dire que au cours de la semaine, finalement, le thème de la semaine va dépendre de ce qu'on a constaté qui fonctionnait ou pas dans les sparring. Ok. Ah, c'est super intéressant en tout cas, comme manière de travailler. Parce que du coup, chaque séance, en fait, est liée. Chaque séance est liée et chaque séance est liée à la progression du groupe. C'est-à-dire que si c'est acquis, si je vois que le truc, bon, ça y est, je sais pas, on a fait le travail sur low kick jambe avant, je vois que c'est acquis, on peut avancer. Mais si je vois que c'est acquis sur du thème, c'est pas acquis sur du sparring, il faut qu'on continue à bosser ce truc. Si c'est quelque chose qui est important. Et si c'est pas important, à la limite, il faut qu'on élimine tout ce qui est pas important. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'avancer le plus vite possible. Ouais, bah c'est clairement, je pense que vraiment tu as raison, que c'est vraiment une méthode pour progresser super rapidement. Parce que du coup, en fait, tu te remets tout le temps en question. Tu as toujours, tu vois, chaque détail qui est faux chez toi, bah, tu as l'entraîneur qui le remarque, qui te l'envoie. Toi, en plus, tu vas l'analyser à froid. Ça veut dire que, tu sais, quand on te rappelle un truc à chaud, bah, tu peux dire, ouais, bah vas-y, je vais la monter la main finalement. Alors qu'à froid, bah, là, en fait, quand tu disais finalement, tu vois, finalement, en vrai, c'est vraiment vrai, tu vois. Tu vois, à froid, c'est pas pareil la réaction. Et du coup, le lendemain à l'entraînement, t'es pas pareil. Et je pense vraiment que l'analyse vidéo et filmer les entraînements, c'est super intéressant. Je suis d'accord avec toi. Toi, Baki, tu as ton papa qui est là à tous les entraînements. Quel est le rôle, quelle est la place de ton père dans ta pratique du MMA? Alors, mon père, c'est pas mon coach. Mon père, c'est
c'est vraiment un rôle particulier. C'est comme si j'étais un combattant, mais que lui, il faisait partie du combattant, en fait, tu vois. Et c'est compliqué à expliquer, mais il me donne énormément de conseils pas sur le combat en lui-même, mais plutôt sur comment je dois voir la situation dans laquelle je me trouve. Tu vois, quand on va parler de notions comme le courage, comme l'agressivité, comme le moment où il faut récupérer, etc. Tout ça, c'est des trucs que ton coach, il va pas forcément te dire, mais que ton père, qui veut vraiment, vraiment, vraiment ta réussite, il peut te dire parce qu'il est tout le temps avec toi et c'est aussi celui qui te connaît le mieux, tu vois. Donc l'attitude presque. L'attitude, vraiment l'image que je dois donner. Tu vois, quand on disait que Mike Tyson, il était, entre guillemets, complètement géré par Cus D'Amato. Mm. Cus D'Amato, c'était pas juste son entraîneur. Mm. C'était vraiment comme un père pour lui. Et là, moi, mon père, il est tout le temps avec moi. Et franchement, ça m'aide énormément. Depuis le début, je suis avec lui. Mon père, il a vu ma progression. Et aujourd'hui, c'est celui qui connaît le mieux l'athlète que je suis, tu vois. Est-ce que quand tu combats, il est dans ton coin aussi? Alors, il n'est pas dans mon coin. Je préfère avoir mes coachs dans mon coin. Je préfère que mon père soit dans le public et qu'il regarde tranquillement. Mais peut-être quand je serai à l'UFC, je le mettrai dans mon coin. Pour l'instant, je garde mes coachs. C'est plus simple aussi pour moi parce que moi, mon père, c'est quelqu'un que je veux vraiment pas décevoir. Ça veut dire que pour une petite erreur, je pourrais penser en me disant ah, mon père, il a vu le jab qui est passé là. Tu vois, alors qu'il faut pas en fait. Quand je Tu as combat, l'esprit plus libre finalement, c'est ça. sans l'avoir dans le coin, que tu sais qu'il est dans le public, mais tu Exact. te concentres vraiment sur ton combat. Exactement. Parce que l'entraîneur, quand tu vas prendre un jab, il va pas forcément te dire ah, t'as pris un jab. Ou tu vas pas forcément penser à la réaction de l'entraîneur. Tu vas surtout penser à ok, là, il m'a mis un jab. L'entraîneur, il va dire regarde, t'as vu l'ouverture qu'il avait sur le jab. Et tu vois, là, tu rentres vraiment dans une partie d'échec où tu penses au combat. Parce que chaque seconde qui va passer dans le combat, dans le round, où toi, tu penses à autre chose que le combat en lui-même, c'est une seconde qui est pour lui parce que lui, il est en train d'analyser, prendre une information. Et c'est ça, tu vois. En vrai, la meilleure des attitudes à avoir, ce serait d'être aucunement émotif dans le combat. Ce serait vraiment que chaque pensée que tu as ait un rapport avec le combat que tu es en train de faire actuellement, tu vois. C'est très fort ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec ça. Être dans le moment présent, c'est peut-être la chose la plus difficile dans le combat. Bien sûr. De ne pas être dans le moment d'après, c'est-à-dire, il reste une minute, ah ouais, dans une minute c'est fini, ou dans une minute j'ai gagné, ou dans 40 secondes j'ai gagné, etc. Donc non, je suis là à la seconde même où il se passe quelque chose, et ne pas être non plus dans, je viens de prendre un jab, ah je viens de prendre un jab, comment ça se fait que j'ai pris un jab, qu'est-ce qui s'est passé, où était ma garde? Parce que tu es en train de perdre du temps, et pendant ce temps-là, peut-être qu'il te remet un jab. C'est ça. Et donc, l'adaptation très rapide en étant toujours dans le moment présent, c'est peut-être une des choses les plus difficiles en combat. Bien sûr, bien sûr. Et même si là, je le dis comme ça, il n'y a aucun athlète, je pense, qui arrive à être pendant les 5 minutes, chaque seconde présent. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un pourcentage où tu vas être le plus présent possible dans le round et vraiment réduire le pourcentage où tu vas penser à autre chose. Bien sûr qu'en prenant un jab, l'athlète, il va se dire « Ah, putain, j'ai pris un jab et tout ». Mais il faut vraiment que tout de suite, tu te dises « Ok, j'ai pris le jab parce qu'il l'a envoyé dans cet angle-là, parce que j'étais là à ce moment-là, nanana, nanana ». Et vraiment, ça fait la différence, tu vois. Ça fait vraiment la différence. Toi, tu as des techniques comme ça pour rester concentré et réussir à rester vraiment dans le moment présent? Alors, des techniques, non, mais souvent l'importance de l'événement va naturellement me mettre dans cette forme de concentration. Quand je combats au Ares, je suis très concentré. Parfois, en sparring, je peux être un peu moins, tu vois. Mais il faudrait que je trouve une technique. Je pense que c'est important d'avoir sa technique, d'avoir vraiment un truc que tu sais que ça va te reconcentrer directement, tu vois. Peut-être que simplement, comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de relâchement. Moi, tu m'as fait penser à... En fait, tu m'as fait penser à pas mal de mecs des pays de l'Est. Tu m'as fait penser à Fedor. Mais tu m'as fait penser aussi, il y a ce truc assez fou. Tu sais, moi, je suis coach sur l'équipe de France de MMA amateur. Et donc, on fait les championnats du monde. Et quand on fait les championnats du monde, il y a plein de mecs du Caucase. Les Ouzbeks, Tadjikistan, Kazakhstan, etc., etc. Et ils ont ce truc assez fou. Peut-être que tu as une explication là-dessus. Déjà, ils ne s'échauffent pas. Premier truc assez fou, c'est-à-dire que les mecs, ils ne s'échauffent pas. Ils mettent les bandes. Ensuite, ils sont là, ils se mettent sur le ventre. Les mecs, ils leur font craquer un peu le dos, quelques massages sur le dos. Et quand on les appelle, ils se lèvent. Mais il n'y a pas eu de phase d'échauffement. Ou s'il y a une phase d'échauffement, les Kazakhs, ils s'échauffent un petit peu. Tadjikistan, ils ne s'échauffent pas. Ouzbékistan, ils ne s'échauffent pas. Les Kazakhs, ils s'échauffent un petit peu. Mais c'est une forme de jeu. Tu sais, les Kazakhs, très forts sur la boxe et la lutte. Souvent, une forme de jeu sur la boxe et la lutte. Donc, ils ne s'échauffent pas. Ensuite, ils arrivent au combat.
à la Fedor. Rappelle-toi de Fedor comment il était. Tout détendu, les épaules en avant, tu vois, il n'y a pas de sueur, relâché de fou. Et au moment où le combat il commence, là, les mecs, ils sont capables d'exploser dès le début du combat. C'est très opposé à, déjà aux études qu'on a fait en Europe et aux États-Unis, tu vois, dans le côté ouest, sur s'échauffer par rapport à l'inertie de l'aérobie et faire en sorte d'être prêt physiquement au moment du combat. Et c'est aussi opposé à ce qu'on fait, nous, sur l'échauffement pour être concentré mentalement, rappeler le game plan, etc. Mais on peut pas dire que ça fonctionne pas parce que ces mecs-là, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Daghestan, ils ont des super résultats en combat. Et pour beaucoup, encore une fois, pas tous, hein, ça dépend des pays du Caucase, mais il y en a beaucoup qui ne s'échauffent pas. Est-ce que toi, tu as une explication sur ne pas s'échauffer et ensuite ce niveau de relâchement qu'ils peuvent avoir pendant le combat? Alors, moi, j'ai pas vraiment d'explication parce que, comme on a parlé tout à l'heure, moi, j'ai commencé le sport ici, donc j'ai toujours eu la culture de l'échauffement. T'es jamais retourné en Tchétchénie depuis? Si, je suis retourné en Tchétchénie pour des entraînements. Après, moi, quand je retournais là-bas, avant les sparring, ça s'échauffait tout le temps. En gros, tu sais, quand un résultat, il est présent, par exemple, prenons l'exemple de Daniel Cormier. Daniel Cormier, il est gros. Ça veut pas dire que être gros, même s'il fait des performances de ouf, ça veut pas dire qu'être gros, ça marche, tu vois. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être s'il n'était pas gros, il serait encore meilleur. Là, c'est pareil. Les mecs, ils s'échauffent pas. Peut-être c'est dans leur culture de pas s'échauffer. Donc, peut-être s'il s'échauffait, il serait encore meilleur, tu vois. Après, moi, je sais, personnellement, pour ma part, que moi, un long échauffement, ça peut me sortir du truc. Peut-être que dans notre culture, dans notre manière de voir les choses, chez nous, en tout cas, on a besoin de vraiment être concentré sur ce qu'on va faire. Et donc, on essaie de pas trop s'éparpiller avec l'échauffement, etc. Moi, personnellement, je m'échauffe pas trop. Combien de temps tu t'échauffes? Moi, j'aime bien commencer quand je sais qu'il va rester 2 combats avant moi. Ok. Quand il reste 2 combats avant moi, je commence l'échauffement en mode tranquille. Vraiment, je n'ai pas pour objectif de suer comme un animal. Tu commences un peu shadow? Ouais, un peu de shadow avec un peu. T'as bougé un petit peu avant, la nuque, tout ça, échauffement articulaire, t'as déjà fait avant? Non, même ça, je le compte dans. Ça, tu commences 2 combats avant? Exactement. Je commence tout ça 2 combats avant. Je commence un peu à. C'est parce qu'il y a certains mouvements qui sont un peu relous à faire quand t'es pas échauffé, comme les descentes dans les jambes, etc. C'est vraiment juste pour avoir ce petit truc-là qui est prêt. Et c'est là que je me lance, tu vois. Tu fais monter le cœur ou pas? Je fais monter le cœur, mais pas trop. Pas beaucoup. Vraiment, quand je le fais trop monter, c'est là que je peux faire une contre-performance, tu vois. Tu fais des pattes? Je fais des pattes d'ours en mode léger. C'est surtout vraiment pour l'impact des mains, pour me sentir bien aussi. Tu sais, quand tu sais qu'avant de combattre, quand tu as besoin de toucher un peu. C'est ça, quand tu sens que ça fait bam 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 quand tu frappes, c'est agréable, tu vois. Et ouais, vraiment, c'est pour ça que je m'échauffe, quoi. Mais je pense que si ces athlètes-là s'échauffaient, peut-être qu'ils seraient encore meilleurs. Ouais. Est-ce que tu fais un réveil musculaire le jour du combat? Ouais, alors moi, je le fais avant de partir, en fait, de l'hôtel. Ok. Ça veut dire que... Assez tard, en fait, dans la journée. C'est ça. Ça veut dire, moi, par exemple... tu sais, moi, là, mes 4 derniers combats, j'ai combattu un vendredi. Ça veut dire que le vendredi, j'arrive, je me lève, je vais à la mosquée, je vais manger un petit truc, et ensuite, je vais rentrer à l'hôtel. Souvent, vu que je combats assez tard, vu que mes combats, ils sont quand même dans la main carte, etc., bah, nous, notre bus, enfin, c'est pas vraiment un bus, c'est un car qui vient nous chercher de l'hôtel à l'arène. Bah, il vient souvent pour les coups de 18h, comme ça. Et du coup, moi, en fait, quand je suis rentré, je me repose un peu. Je me pose dans mon hôtel, tout. T'es relâché? T'arrives à être relâché? Ouais, je suis tranquille, je suis pensif un peu. Je pense à ce soir, ce qui va se passer et tout. Et après, vers 17h, je mets une tenue. Je descends parce qu'en fait, l'hôtel, il propose une petite salle pour s'entraîner et tout. Avec Eddie, on fait des pattes d'ours. Bam, 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 pour les sensations, tu vois. Bam, bam, bam. On va faire 3 rounds. On va pas se fatiguer, mais on va vraiment, comme tu dis, réveiller les muscles. Et après, on rentre dans la chambre. Je prends une douche. Je me prépare. Le chauffeur, il arrive. On part pour l'arène. Et là, là, je me sens bien parce que ça va arriver là dans moins de 10 jours. C'est ta petite routine là. C'est bien, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup le réveil musculaire le matin. Genre, je le fais moi plus tôt que toi. Ouais. J'aime bien le faire. Les mecs, ils prennent le petit-déj. Je les laisse digérer le petit-déj. Et après, vers midi, on fait un réveil musculaire. Et moi, je m'en sers beaucoup parce que, comme tu dis, le jour du fight, le soir du fight, parfois, ça va un peu vite. Et le mec, parfois, il est un peu stressé, il est un peu nerveux. Et du coup, l'information, elle passe moins bien. Donc, j'aime bien vers midi faire un réveil musculaire. Ça me permet de revoir le game plan. Ouais. Je dis, ouais, te rappelles sur ça, j'aimerais qu'on fasse ça, single leg, on le défend comme ça. On revoit un peu tout, léger. On fait 30-45 minutes, juste des bonnes sensations, des bons placements. Comme tu dis, taper un petit peu, sentir le truc, bloquer un petit peu aussi. Parce que j'aime pas, quand tu fais que taper, j'ai l'impression que
bah, tu oublies que le fight, tu donnes et tu prends et tu donnes. C'est ça. Et donc, j'aime bien aussi, tu vois, que le mec, il sente aussi quelques trucs pour que même lui, il soit alerte là-dessus. C'est ça. Mais tu sais que même moi, j'ai besoin vraiment de sentir des. Des quelques coups. Ouais, limite, même sans garde, tu vois. Ouais. Limite, je le laisse un peu taper pas d'ours au corps, tout. En fait, j'ai besoin de sentir de la brutalité envers moi. Ouais. J'ai besoin de sentir quelqu'un qui est offensif envers moi. Et parce qu'en fait, la première seconde de combat, elle est très bizarre. Hein. Ouais. Elle est très bizarre quand tu prends le jab, pouf. Tu vois, tu te dis, ah ouais, ça fait mal quand même un coup. Je trouve que le moment, en fait, quand l'arbitre, il te présente, il présente. Ouais. Ensuite, il dit, let's go fight. Ouais. Et ce moment-là, là, où il dit, ça y est, le combat, il débute. Ouais. Et tu t'es pas encore touché. Ouais. Et tu te rapproches l'un vers l'autre. Ce moment-là, je trouve, pour moi, c'est le moment le plus ouf du MMA. Ouais. C'est-à-dire avant le premier coup. Avant, quand tu te rapproches vers le gars, et il n'y a pas eu encore de premier coup qui est passé. Ouais. Et tu es un peu dans l'incertitude. Tu sais pas vraiment ce que lui va faire. Tu sais pas vraiment Tu te dis, qui est-il ce mec? Hein? Tu te dis vraiment, qui est-il à ce moment-là, tu vois? Ouais. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. C'est la seconde la plus ouf du MMA. Quand, tu sais, moi, je suis quelqu'un, ça me fait de la pression, mais c'est la pensée qui me fait la pression. Au moment j'ai rien. C'est-à-dire au moment où j'ai commencé et que je vais checker le mec, j'ai absolument rien comme pression. Mais le fait d'y repenser, en fait, avant, je me dis, mais je vais péter les plombs à ce moment-là. Je sais pas ce que je vais faire, tu vois. Mais tu arrives à être assez relâché en combat. Ouais. Est-ce que tu as toujours ce truc-là en compétition où tu étais très relâché? Est-ce que tu as eu. Je dis souvent aux gars, je sais pas si c'est ton cas, on va voir. Mais parfois, le mec, il a un palmarès. Toi, par exemple, tu as 6-0 ou 8-0. Mais ce qu'on compte pas là-dedans, c'est que tu as fait X sparring. Déjà, on peut ajouter. Ce qu'on compte pas là-dedans, c'est que tu as fait X compétitions de judo. C'est-à-dire qu'un mec comme Kenji Grillon, encore une fois, lui, il a 2-0 en karaté combat, mais il a fait 400 combats de karaté Shotokan avant. Donc, ça fait 400 fois. Il était face à un mec, il connaît pas le timing, il connaît pas l'intensité. Et donc, il a été préparé à ça. Et parfois, le mec, il a 0-0 dans tous les sports de combat, mais le mec, il a fait 50 bagarres de rue dans sa vie. Donc, 50 fois, il a été soumis à. Il y a un public, il y a de l'incertitude, il y a un mec qui veut ta peau, et il a encaissé le stress comme ça. Est-ce que toi, tu as été confronté, est-ce que tu t'es beaucoup battu dans la rue? Est-ce que tu t'es finalement... Non, toi, tu n'étais pas un bagarreur, c'était quasiment jamais arrivé, mais par contre, tu as toujours été dans la compétition des sports de combat. Comment... Alors, moi, je me battais beaucoup dans la rue quand j'étais collégien à cette époque-là. Après, ouais, c'est ça. En grandissant, tu sais, quand tu commences à développer un physique, physique plus technique. C'est ça, plus la réputation la confiance. aussi. Voilà, tout ça, ça fait qu'au final, tu te bats plus trop, en fait, tu vois, dehors. Après, comme tu as dit, j'ai été un gros compétiteur au judo. J'ai fait beaucoup de compétitions. Je pense que ouais, dans la totalité de mes combats, je dois être facilement dans les plus de 200 combats aussi. Mais c'est pas pareil. Parce que là, vraiment, le RS, c'est... Tu vois, quand tu combats dans une arène, dans une organisation, tu vois, quand tu fais du judo, t'as le public et tout, forcément. Mais genre, t'as ton combat, t'as un autre combat sur le tatami d'à côté, t'as un autre combat sur le tatami d'à côté. Alors que là, littéralement, toute la salle... Tout est sur toi. Tout est sur toi. Est-ce que ça te met plus de pression? Plus il y a de public, plus tu as de pression, ou ça te change rien? En fait, moi, j'ai deux manières de voir le truc. C'est que quand j'y pense, tu vois, ce que j'ai en tête, par exemple, là, ça te met la pression. Ça me met la pression. Quand je me dis, putain... Quand tu le vis... Quand je le vis, il n'y a rien. Je comprends exactement ce que tu dis. La pensée est plus stressante que de vivre l'action. C'est ça. Par exemple, tu vois, moi, une des scènes que je redoute, entre guillemets, avant le combat, c'est derrière le rideau. Quand je suis derrière le rideau, je me dis, putain, la pression, là, les gens commencent à crier Baki, ça va être chaud, ça va être chaud. Mais au moment venu, rien. Ouais, t'es là, t'es à l'aise. Juste, je fais monter un peu mon agressivité. Tu vois, je me mets dans mes états. Mais je suis pas en mode putain, c'est la merde, je suis stressé. T'essayes d'être méchant pendant le combat? Alors, oui et non. Je suis pas méchant dans une attitude méchant. Je suis méchant quand j'ai l'opportunité d'être méchant. Chercher à avoir l'attitude méchant, ça peut détériorer la performance. Ça peut mener à la précipitation. Et c'est là que tu peux faire des erreurs ou même te cramer, tout simplement. Tu vois, tu te donnes trop en voulant être méchant. Tu vois, bam, 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 t'envoies. Tu fais pas tant mal que ça et c'est là que tu es épuisé. Et tu trouves pas la solution. C'est ça. Donc tu essayes toujours de rester lucide. Tu as une approche très en fait cérébrale presque du combat. Ouais, je suis quelqu'un... Moi, je suis quelqu'un de, entre guillemets, un peu mathématicien, scientifique dans le combat. J'ai besoin d'avoir le maximum de contrôle sur ce que je peux contrôler. Et après, il faut que je fais confiance à ma capacité de m'adapter sur le moment. Parce que le MMA, c'est toujours ça, hein, c'est de l'adaptation, tu vois. Magnifique. Baki, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour
C'est dur parce que là, tu combats la semaine prochaine. Donc, je sais ce qu'on peut te souhaiter pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on... Bah, non, je sais pas, en fait. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà pour la semaine prochaine? Ton Alors, combat de la semaine prochaine. bah, Inch'Allah, on peut me souhaiter une belle victoire. Les bonus qui vont avec, forcément. Et Quel voilà. bonus? Moi, j'aimerais bien avoir le bonus de l'agressivité. Ça fait 2 fois que je l'ai et j'ai encore envie de l'avoir parce que Ok. je l'aime bien. C'est un bonus qui, vraiment, il me fait plaisir, tu vois, parce que ça montre que je suis agressif. Et là, pour celui-là, j'aimerais bien avoir le bonus du KO de la soirée parce que mon adversaire, il a jamais été mis KO en fait. Ok. Il a jamais pris de KO ni de TKO. Donc, ça serait une Là, première. si tu pouvais le mettre KO, ce serait vraiment... Ça serait magnifique, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on peut te souhaiter à court terme. Ensuite, est-ce que tu prends un peu de vacances ou est-ce que ça repart sur l'entraînement juste après ça? Alors, moi, j'ai pas vraiment besoin de vacances. J'ai juste besoin d'un petit moment où je peux manger. Je Tu vois. pause. Voilà. Juste ça. Je demande que de manger. Et après, c'est reparti. Hein. C'est reparti. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la diète. On pourrait en parler en long et en large parce que Clairement. la diète, c'est le souci, mais encore une fois, l'autonomie. On parlait d'autonomie et dans la diète, comprendre. Quand on comprend les mécanismes, finalement, on devient beaucoup plus autonome et on peut presque, attention, on a dit presque, se faire plaisir pendant une phase de diète. On va jamais se faire vraiment plaisir, mais en tout cas, on peut trouver des trucs qui ont du goût, qui nous plaisent et qui font que cette phase qui est un petit peu difficile de phase de perte de poids, qui est très difficile même parfois, on arrive à mieux la gérer. C'est clair. Je pense que ouais, on pourrait pas la rendre plus facile, mais on pourrait la rendre moins difficile. Voilà, Parce qu'en vrai, un corps, quand tu fais un changement, peu importe, il résiste à ce changement. c'est ça, il résiste à ce changement. Même si tu faisais une diète et que tu avais trouvé la recette des burgers 0 calories qui te cale pareil, bah, parce qu'il y a le changement, tu sentirais une faim. C'est méga intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ce qu'on a prouvé, c'est qu'à partir du moment où on dit restriction, et ils ont fait des études, ils mettent 2 groupes, on mange la même chose, Ouais. mais toi, ils te disent c'est une restriction, et moi, ils te disent on mange ce qu'on veut. À partir du moment où tu as mis l'étiquette restriction, tu es frustré Mais c'est et c'est dingue. plus dur. Ouais. Et donc, c'est le truc ouais, c'est le truc de la vie où à partir du moment où quelqu'un t'a dit ça, tu n'as pas le droit de le faire, tu commences à te poser la question, même si tu l'avais jamais fait auparavant. Tu commences à te poser la question pourquoi j'ai pas le droit de le faire. Surtout quand tu vois l'autre le faire. Pourquoi, ouais, Voilà. Ouais. pourquoi on m'empêche de le faire? C'est Alors ça. quand ça se trouve en vrai, tu l'aurais. Mais comme il y a cette sensation de frustration, on t'a enlevé une liberté, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, c'est clair. Hein. Bah, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Parce qu'en vrai, quand je suis en diète, je te parle pas de la dernière semaine avant le combat, mais la semaine. Ça va, tu manges. Ça va. En vrai, je mange bien. Hein. Tu vois, je mange bien. Et même quand je suis hors combat, entre guillemets, Tu manges pas très sale. je mange pas très sale. Et en vrai, si on regarderait et qu'on comparait, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Vraiment, les petites différences, c'est sur des petits trucs tout bêtes, genre un peu moins de glucides, on va supprimer le pain, etc. C'est vraiment des petits trucs légers. Mais juste parce qu'il y a l'étiquette combat qui approche, poids que tu dois perdre et tout, Il y a la frustration. Il y a la frustration. Quel bon plat tu vas te faire après ce combat? Là, celui auquel tu penses là. Il y a toujours un plat auquel on pense pendant une diète. Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à chaque combat, il y a un plat. Tu vois. Ouais. Sur celui-là, là, je sais pas si c'est parce que je commence à le sentir dehors et tout, mais c'est le barbecue là. Ah, c'est le barbecue. Parce que je le sens un peu trop souvent dehors et ça m'a trop réveillé des trucs. Quoi, merguez? Ouais, merguez, je pense. Je vais mettre ça dans une baguette, tout. Ah ouais. Ça va passer crème. Donc, ok, on peut te souhaiter la victoire, le bonus, la merguez pour après. Après, à plus long terme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Baki? Alors, Ou même les projets, hein, voilà. Alors, simplement. pour le moyen terme, je dirais même plutôt moyen terme, donc dans l'année à venir, j'aimerais beaucoup passer à l'UFC, vraiment, parce que j'aimerais bien être vraiment ce combattant qui est jeune, qui représente ça, tu vois, la jeunesse à l'international en France. Et ça, vraiment, j'ai envie de faire ça. Et sinon, sur le long terme, j'aimerais récupérer la ceinture de l'UFC et vraiment devenir le meilleur combattant de la planète, quoi. Number one pound for pound. Exactement, c'est mon objectif. C'est un gros projet. C'est un gros projet, mais je m'en donne les moyens. Ça fait très longtemps que je suis dedans. J'ai rien d'autre à faire, tu vois. J'ai rien d'autre à faire, c'est vraiment ce que je fais le mieux. Donc autant s'impliquer à fond et autant le réaliser. Tu vois. C'est toute ta vie. Exactement. Baki, merci beaucoup. Merci à toi, Nico. Force à toi Merci beaucoup. et à très bientôt. À très bientôt. Salut Baki. Salut.